Nous allons comprendre une vision concernant les enjeux des services à domicile avec Antoine Blondel, qui est le fondateur d'Autonome Home. d'Autonome Home. Bonjour Antoine. Bonjour Frédéric. Super nom d'ailleurs, hein, au niveau de la. Ça s'écrit pour ceux qui nous écoutent, A-U-T-O-N et Home, Home en anglais. Super nom. Peut-être, merci d'avoir accepté l'émission. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, parce que votre parcours est intéressant. Et ensuite, on va aborder au moins deux sujets sur les services à domicile. Alors, mes cheveux blonds me trahissent. J'ai 54 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis agriculteur de profession depuis 32 ans et je suis toujours à la tête de mon exploitation agricole avec des collaborateurs qui gèrent mon exploitation agricole. Et depuis 8 ans, j'ai repris un service d'aide à domicile à Rouen avec une cinquantaine de collaborateurs. L'entreprise était pendant de nombreuses années, 14 ans, affiliée à un grand groupe national de réseau de franchise. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai pris mon autonomie en créant ma propre marque en toute modestie qui s'appelle Autonome. Et voilà, donc je ne dépends plus d'un groupe. Je peux fixer ma vision d'entreprise seul ainsi que l'ensemble des règles qui régissent cette organisation. Voilà. Notre métier est de s'occuper de personnes très fragilisées. On a une infirmière coordinatrice au sein de notre service qui coordonne, qui fait le lien entre les médecins, les soignants, les auxiliaires de vie, la famille et les aidants. Et donc, on s'occupe d'environ 200-250 bénéficiaires matin et soir, week-end et quelquefois 24 heures sur 24. On est sur le champ de la grande dépendance et du secteur du handicap. Je ne suis pas une entreprise multiservice, je ne tombe pas les clous, je ne taille pas les haies, je ne donne pas des cours d'anglais. C'est vraiment, on est dans la forte dépendance. Comment est-ce qu'on fait quand on est agriculteur pour avoir l'idée de reprendre une société de services, enfin d'aller dans les services à domicile? Enfin, je vais être très honnête, je n'ai pas eu l'idée de reprendre une entreprise. En fait, j'ai réalisé un rêve de gosse. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, Antoine, est-ce que tu as choisi ce métier d'agriculteur? Et là, c'était un choc, en fait, parce que parents, grands-parents, oncles, cousins, frères, tout le monde est dans l'agriculture. Donc, je me suis senti un peu finalement être pris dans un espèce d'entonnoir. Je suis super fier d'être agriculteur, je le revendique vraiment. Mais est-ce que c'est le petit Antoine à 20 ans qui a choisi d'être agriculteur? Pas très sûr. Et donc, on m'a posé la question après, mais Antoine, c'est quoi ton rêve de gamin? Et moi, mon rêve de gamin, c'était de gérer une entreprise. Alors que finalement, une exploitation agricole Ah est oui, quand même une ah oui, entreprise, mais ah oui. avec très peu de personnes. Mais moi, je voulais du monde. Je ne sais pas, D'accord, je sais d'accord. pas pourquoi. Et donc, la personne qui m'a écouté m'a dit, pourquoi tu ne réalises pas ton rêve? Enfin, les consultants ont toujours des super réponses, en fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Oui, c'est vrai En ça. fait, moi je suis consultant, on pose la question parce que nous on ne fait pas, Je on sais, je pose sais. la question, c'est tout. Et finalement, je suis rentré chez moi, je dis, ben oui, c'est vrai ça, pourquoi je ne le fais pas? Et je ne voulais pas partir de zéro, et donc j'ai pris un fichier d'entreprise à racheter. Moi, j'ai un BTS agricole que j'ai obtenu au rattrapage. Vraiment, l'école, ce n'était pas trop mon truc. Et donc, je ne pouvais pas prendre tellement un métier technique, technologique, que je n'ai pas les capacités. Voilà. Et je suis tombé sur cette entreprise, je me dis, ben, l'accompagnement d'un être humain, ouais, peut-être il ne faut pas te demander de diplôme, en fait, peut-être ça va le faire. Ça a été un coup de cœur, vraiment, c'est le hasard. La réponse à votre question, Frédéric, c'est le hasard. Et je me réjouis d'avoir repris cette entreprise, parce que depuis 8 ans, je m'éclate vraiment à être à la tête de cette entreprise, c'est juste génialissime. Et puis, je fais partie de ceux qui réalisent le rêve, et finalement, on n'est peut-être pas si nombreux à réaliser ce rêve. Alors, voilà, donc voilà l'histoire. Je n'ai pas choisi ce secteur. C'est plutôt Deuxième lui qui… question qui m'intéresse, c'est que vous faites le chemin inverse. Beaucoup vont dans les réseaux, dans les franchises, et vous, en fait, vous quittez une franchise pour devenir indépendant. Qu'est-ce qui pousse Ah, ben, la prise de conscience. Alors, je renie rien avec la relation avec le réseau avec qui j'étais, parce que je leur dois beaucoup. Vraiment, il était temps que ça s'arrête, en fait, parce que j'ai pris conscience que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ma liberté de choix, de décision, d'esprit. J'aime pas trop qu'on réfléchisse à ma place. Et force est de constater que le réseau de franchise, avec toutes les qualités que ça procure,
on est quand même, malgré tout, contraint dans un espèce de process, parce qu'en même temps, c'est rassurant, mais c'est aussi contraignant. Et moi, j'ai soif de liberté. Et donc, d'un commun accord, j'ai pas quitté le réseau m'a pas foutu dehors, j'ai juste pas renouvelé mon contrat de franchise, ce qui est quand même pas pareil. Et donc, on l'a fait avec beaucoup de respect de part et d'autre. Et voilà, mais c'est peut-être aussi mon entrepreneur dans l'âme malgré tout, parce que 32 ans agriculteur, on est très indépendant dans l'agriculture et j'avais soif de ça en fait. Voilà. Donc, en préparant, il y a plusieurs sujets qu'on vous traiter, notamment, vous pensez que votre secteur est dans un virage ou doit prendre un virage. De quel virage s'agit-il? Et voilà. Ben oui, à 54 ans, mes parents en ont 80, 85. Et je vous l'ai dit, je suis un paysan, donc je suis à la campagne et je suis très, très inquiet sur la capacité d'accompagner nos aînés, en particulier en zone rurale. Et je trouve qu'on est, on est dans un système aujourd'hui qui nous essouffle. On est au bout de tout. Je vois beaucoup de dirigeants de services à domicile qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment en souffrance. On a des encadrants qui sont à deux doigts du burn-out. On a des auxiliaires de vie qui sont en mal de reconnaissance, en mal de rémunération. On a un système économique qui n'a jamais été aussi coûteux qu'aujourd'hui, parce que ça fait juste 30 ans ou 20 ans peut-être qu'on augmente le taux APA. Et si augmenter le taux APA, c'était la solution, ben ça se saurait, parce que depuis le temps qu'on l'augmente, et je m'aperçois que plus on l'augmente, moins ça fonctionne. Voilà. On a toutes et tous des gros, gros problèmes de recrutement. Bon, j'essaie d'être lucide. Alors peut-être c'est mon œil extérieur aussi d'agriculteur en disant qu'est-ce que je suis en train de faire, Antoine, dans quel monde je suis et est-ce que je peux pas avoir une vision un peu méta et de comprendre ce qui se passe. Je n'ai pas la prétention de comprendre, hein, mais j'essaie de m'adapter aussi à cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui est a fortiori, qui n'a pas les mêmes prérequis ou volonté au travail que peut-être vous, Frédéric et moi, on a eu dans notre jeunesse. C'est pas les mêmes codes, c'est pas la valeur travail. Je dis pas qu'elle est partie, mais elle est différente. La qualité de vie au travail a peut-être pris une place plus dominante que pour ma génération. Tout ça, c'est factuel. J'essaie d'analyser froidement et j'essaye de faire en sorte que mon organisation soit la plus adaptée possible à cette actualité, en fait, parce que je souhaite que mon organisation perdure. Pas tellement pour moi, parce qu'en fait, je ne vous cache pas que j'ai la chance d'avoir une situation économique, sociale, financière qui me permet et je le dis aussi parce que on va en parler tout à l'heure. J'ai retourné un peu la table de l'organisation et du management. J'ai pris ces risques aussi parce que je suis agriculteur et c'est plus facile de prendre des risques quand on a un plan B. Et donc, j'ai l'honnêteté de le dire. J'ai plein de copains qui me disent maman, Antoine, j'ose pas. Ouais, mais j'ai que ça pour vivre. Je comprends. Voilà. Bon, moi, j'ai cette chance, mais en même temps, je travaille beaucoup aussi. Évidemment, ça tombe pas du ciel. Hein. Et voilà. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on s'essouffle et qu'on sait plus trop ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'il faut faire, mais j'ai ouvert mes yeux et mes oreilles et j'ai vu qu'il existait des organisations autres que celles en France et qui, quand même, montraient une certaine efficacité et qu'on remettait le bon sens au cœur de l'accompagnement de nos aînés et de personnes fragilisées en situation de handicap. Et ça a fait beaucoup de résonance chez moi, ça fait beaucoup de sens, quoi. Et donc, j'ai tenté de mettre en mouvement ce que j'avais vu à l'étranger et d'essayer de faire au mieux dans mon organisation pour s'adapter à cette nouvelle situation. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, en fait, vous parlez des équipes autonomes. Hein, Oui, alors les équipes autonomes d'inspiration Buurtzorg, donc Buurtzorg en néerlandais, ça veut dire soin de quartier. C'est le seul mot néerlandais que je connaisse, mais je vais sortir ma science. Et alors souvent, j'entends beaucoup parler des équipes autonomes et je rappelle juste que les équipes autonomes, ce n'est pas un but en soi. C'est, à mon sens, le meilleur moyen organisationnel
pour apporter le meilleur service à nos bénéficiaires usagers avec les meilleures conditions de travail des salariés. Ça, c'est notre objectif. Et que pour moi, le meilleur moyen d'atteindre cet objectif, ce double objectif, c'est pour moi l'organisation en équipe autonome, sectorisée. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait pour découvrir cette façon d'organiser le travail? Vous l'avez découvert comment? En fait, je me suis rapproché à l'époque d'une spécialiste en management et en système organisationnel qui a travaillé beaucoup pour la sphère Mullier, Decathlon, Kiabi, qui sont très en avance sur ces sujets, je trouve. Et elle m'a parlé d'un livre qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui a été pour moi un choc. En fait, je lis aucun livre, Frédéric, je suis un inculte total. Hein, et j'ai lu ce livre. Alors, j'ai pris la version illustrée, parce que moi, il me faut des images un peu. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre, il est assez remarquable, je trouve. Et on parle beaucoup de Buurtzorg, il est en français. Hein, le titre est en anglais, et on parle beaucoup de cette organisation. Et quand j'ai lu ça, ça a été un choc. Je dis, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Il a raison, ce Jos de Blok, qui est un infirmier, qui est le leader de Buurtzorg. Je dis, mais pourquoi on ne fait pas pareil en France? Tiens, j'ai envie de m'inspirer de ça. Et là, je me suis rendu compte qu'il existait déjà des organisations en France, Soignons Humains, à Lille, qui existent avec des soignants, avec Guillaume Alzac, Arnold de Fouquet, Vivat, Allons-Vie à Paris. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont. On s'est d'ailleurs retrouvés chez Buurtzorg. Voilà. Et donc, le hasard m'a fait connaître cette organisation. Alors, tout comme un bon paysan, j'ai voulu voir pour croire. Voilà, C'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on découvre une solution, on dit tiens, dans un livre, elle est intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour aller vérifier que ça fonctionne vraiment, quoi? Eh bien, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des lettres recommandées, j'ai envoyé des courriers, Frédéric, j'ai envoyé 18 moyens de me connecter. J'avais aucune réponse. En plus, il a fallu que je fasse traduire mes courriers en anglais parce que je ne suis pas capable de. Voilà. J'ai des copains, des bons copains qui parlent très bien anglais de ça. Et puis, un jour, Guillaume Alzac, qui est le correspondant de Buurtzorg en France, m'a dit, c'est vous, Antoine Blondel? Oui, oui. Eh bien, écoutez, il y a une journée internationale où vous pouvez vous inscrire pour rencontrer Jos de Blok et l'organisation. Ça se passe tel jour. C'est une journée chez Buurtzorg. Voilà. Par contre, vous me faites une promesse, on se vous voyait à l'époque, maintenant on se tutoie, mais Antoine, on se fait une promesse, vous arrêtez d'harceler Jos de Blok avec vos courriers. Donc j'ai arrêté. Et voilà, et donc j'y suis allé, ça m'a coûté une blinde, Frédéric, parce que j'ai pris un interprète, ça m'a coûté une blinde. Voilà. Et puis j'ai emmené la consultante qui était prête à m'accompagner dans ma démarche de transformation organisationnelle, parce qu'elle était très intéressée de les rencontrer, évidemment, pour son métier. Et donc, on est parti à 3 pendant une journée, mais on a couché la veille, on a couché le lendemain. Et ça a été un choc. J'ai pris une leçon de bon sens, de simplicité. Voilà, je pense que ce garçon a tout compris sur l'accompagnement des personnes fragilisées. Vraiment. Vous rentrez à Rouen. Et ça se passe comment? Comment est-ce que vous faites pour le mettre en place? C'est tout d'un coup, peut-être morceau par morceau, comment on teste? Non, en fait, juste avant de partir de chez Buurtzorg, j'ai Jos de Blok, j'ai vraiment envie de faire comme vous, Jos. Il me dit, Antoine, tu veux faire comme moi? Oui, bah oui. J'ai fait 600 km, c'est sûr. Et donc, sa réponse, c'est de me dire, Antoine, tu as envie de faire comme moi? Eh bien, fais-le. Bah, j'ai dit, oui, mais moi, en fait, je m'attendais à avoir un manop, en fait. Il me dit, non, je n'ai pas de manop. Mon seul conseil que je vais te donner, Antoine, tu fais confiance aux personnes du terrain, tu supprimes tout ce qui les embête au quotidien, les procédures de contrôle et tout ça, et tu vas voir ce qui va se passer. Je suis rentré avec toutes mes croyances, et comme beaucoup, je me suis dit, oui, mais lui, il a des infirmières et les auxiliaires de vie, c'est pas pareil. Tout est passé dans ma tête. C'est l'objection qu'on cite en premier. Oui, c'est vrai, mais je me la suis posée aussi, vraiment. Et même avec la consultante aussi, d'ailleurs. Et quand je suis rentré, j'ai réuni l'ensemble des salariés, parce qu'on faisait une soirée avant Covid avec les conjoints, j'ai réuni tout le monde, comme tous les ans. J'ai pris le micro et j'ai dit, écoutez, moi, j'en peux plus de la façon dont on travaille.
est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on change notre système organisationnel? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Moi, j'en peux plus. Je vois des auxiliaires de vie pas contents. Je vois quelquefois des usagers pas contents. Je vois mon staff qui est pas content. Et moi, du coup, j'ai repris une entreprise qui crée de la souffrance au travail. C'est juste insupportable. Est-ce que vous seriez d'accord? Donc, je vais vous faire aucune promesse. Je ne sais pas où je vais. Je vais vous partager ce que j'ai vu en Hollande la semaine dernière. Mais je vous fais une promesse, c'est que tout ce qu'on va faire, on va le co-construire ensemble. Voilà. Et donc, on a fait des ateliers d'écoute, petit groupe par petit groupe, et je leur ai posé 3 questions. Qu'est-ce qui vous va en ce moment dans votre métier? Qu'est-ce qui ne vous va pas? Et de quoi vous auriez besoin? J'ai eu alors, ce n'était pas moi, parce qu'on m'a vite expliqué que, Antoine, il ne faut pas que tu sois à ces ateliers d'écoute parce que personne ne te parlera. Bien sûr, En tous les cas, pas en vérité. Bien sûr. Et donc, comme je n'avais pas de moyens, j'ai pris une étudiante qui avait fait une licence de psycho et qui était en management, master 2 en management. Et j'ai dit, Manon, et je ne la remercierai jamais assez parce qu'elle a été topissime. J'ai dit, Manon, je vais vous prendre comme stagiaire, mais pas pour apporter les cafés. Ça va être le sujet central de l'entreprise, je vous assure. Vous avez intérêt à ne pas me foirer le truc parce que je vous demande juste de les écouter et de tout noter sans interpréter. Voilà. Et donc, on avait fait la promesse que c'était confidentiel, que moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas savoir qui a dit quoi, mais que ça soit dit. Voilà. Donc, j'ai tout eu. Tout a été balancé, vraiment. Manon a fait un rapport mot pour mot. Et là, déjà, c'était le premier signe de confiance parce que j'ai des auxiliaires de vie qui sont revenus dans mon bureau en me disant oh, Monsieur Blondel, cette phrase-là, c'est moi qui l'ai dite. J'ai écouté, je ne sais pas. Ouais, mais merci de ne pas avoir déformé mes propos. Parce que souvent, les dirigeants ou le staff, ils déforment, en fait, ils interprètent. Et donc, on commence déjà à avoir… Et donc là, on a envoyé un premier signal de confiance. Et donc, petit à petit, je leur ai parlé de ce que j'ai vu. Et les équipes Burdock, c'est quoi? On sectorise à mort pour limiter les déplacements. C'est ça. Voilà. C'est en fait, pour ceux qui nous suivent, les auxiliaires de vie vont travailler le plus proche possible de leur lieu d'habitation pour pas qu'il y ait des déplacements Exactement. énormes. Et en ce moment, avec le coût du carburant, je me félicite tous les jours d'avoir pris ce schéma. Voilà, pour le coup. Voilà. On appartient donc à une équipe que si on habite sur le secteur de l'équipe. Voilà. Ça, c'est une des clés et je ne déroge pas là-dessus. Mais en même temps, personne vient me chercher sur le fait de travailler près de chez soi. Tout le monde est d'accord. En plus, avec les coupures des auxiliaires de vie, ça leur permet de rentrer chez elles, de préparer le repas pour leurs enfants le soir, de mettre une tournée de lin. Enfin, voilà, évidemment que ça a du sens, ou de se reposer, tout simplement. J'ai promis qu'il n'y avait pas de chef dans une équipe. Il n'y a pas de chef. C'est de la co-décision, de l'intelligence collective. Les prérequis aussi, c'est de se mettre en mode solution, parce qu'on est quand même dans un pays où on est souvent en mode problème. On est presque champion du monde. Et moi, j'invite tout le monde à être en mode solution plutôt que de tourner en boucle sur les problèmes. Il a fallu que je rassure beaucoup mon équipe d'encadrement parce qu'ils ont très vite compris en disant mais si Antoine donne le pouvoir aux gens du terrain, mais nous, il va nous virer en fait, il va faire des économies, machin. Et donc, non, j'ai fait la promesse que je gardais tout le monde. Par contre, effectivement, la posture de l'encadrant, elle est complètement changée. C'est-à-dire, au lieu d'être la madame solution en permanence et de prendre des décisions, j'ai invité mon équipe encadrante à se poser la question tous les matins, d'abord à faire un rappel. Si elle est payée, l'encadrante, à la fin du mois, c'est grâce aux auxiliaires de vie. Parce que c'est grâce aux auxiliaires de vie qu'on facture des usagers qui permet à tout le monde d'être rémunéré. Donc ça, il ne faut jamais oublier ça. Donc, en fait, ils ont plus un rôle de support maintenant, j'imagine, des groupes. Exactement. C'est ça. Elles n'interviennent que si on leur demande. C'est ça. Elles n'interviennent que si ça facilite le travail des auxiliaires de vie. Mais je ne veux plus des encadrants avec un super ordinateur et un super téléphone et un BTS SP3S qui prétendent accompagner des personnes fragilisées parce que c'est un leurre. On n'accompagne pas un être humain derrière un bureau. Ce n'est pas vrai. Et avec notre système informatique, nos progiciels incroyables de calcul, de temps de déplacement, des intervacations, ça, on a cru que derrière un bureau, on allait accompagner Madame Dupont. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, moi, j'ai décrété que ceux qui accompagnent les personnes fragilisées, ce sont les auxiliaires de vie et elles seules. Et que toutes les autres sont là pour apporter leur expertise, leur accompagnement, leur soutien, leur formation, leur encouragement. C'est une autre posture pour les personnes encadrantes. Et ça leur a changé la vie, Frédéric.
Là, on a frisé le burn-out. Moi, j'avais 2 personnes qui étaient à 2 doigts du burn-out. Là, aujourd'hui, si un jour vous les rencontrez, et vous êtes le bienvenu à Rouen, vous allez voir que ça leur a changé la vie, aux encadrants. L'idéal, en fait, c'est des équipes de combien de personnes? C'est entre 5 et 10 personnes. Pour moi, le bon chiffre, c'est 6-8. D'accord. Au niveau de l'organisation, que je comprenne, comment ça s'organise? Un nouveau bénéficiaire arrive sur le quartier, les 5-6 personnes. Comment, au niveau du planning, elles se regroupent toutes? Elles font des réunions Alors toutes? non, c'est mon infirmière coordinatrice, notre Ah oui. infirmière coordinatrice Amandine qui rencontre la famille. Et ensuite, toutes les équipes sont reliées avec un espèce de WhatsApp. Les filles, j'ai Monsieur Dupont qui a besoin d'aide. Voilà son profil, voilà son adresse. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est les auxiliaires de vie qui décident si on prend le contrat ou pas. Ah, d'accord. Putain, Oui, c'est un peu disruptif, je le reconnais. c'est lâcher C'est pas prise. courant. C'est pas courant. C'est en lâcher prise, voilà, oui, c'est ça. Lâcher prise. Ouais. Et parce que très souvent, quand même, Frédéric, dans ce métier, vous le savez mieux que moi peut-être, on balance des contrats et des contrats et des contrats, alors que déjà, les équipes n'en peuvent plus, elles sont à la ramasse, elles font des heures, elles sont fatiguées, on ne les écoute pas. Et évidemment, comme on est à des tarifs ras-moquette, eh ben, on est condamné à faire du volume. Et donc, on crée de la souffrance. Donc, c'est un espèce de cercle infernal que j'ai voulu casser. Je ne veux plus ça. J'en ai souffert. Hein. J'en ai vraiment souffert. Pourtant, je n'ai pas fait longtemps de cette façon. J'ai fait 3 ans, mais je ne pouvais plus travailler comme ça. Donc là, je refais le process. L'équipe dit oui, pas de problème, Amandine. Donc tout le monde est connecté avec un smartphone de télégestion. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, tout le monde, c'est assez courant maintenant. Hein. Chaque auxiliaire de vie a son planning, évidemment, et a le planning de ses collègues de son équipe. Et donc, tout de suite, elle voit qui peut prendre. Chacun sait, parce que les auxiliaires de vie connaissent leur planning par cœur. Ça, c'est sûr. Et donc, tout de suite, oui, ben, OK, ben, Amandine, tu peux dire à M. Dupont, OK, on va le prendre. Par contre, on ne peut pas le prendre à 10 heures, on peut le prendre qu'à 10h30 le jeudi. Est-ce qu'il accepte ou pas? Il a le droit de ne pas accepter. Auquel cas, il faudra qu'il trouve un autre service à domicile. Comme ça, c'est pas grave. Voilà. Et donc, et après, ce sont les auxiliaires de vie qui établissent le planning lors de réunions d'équipe. Elles se réunissent, certaines équipes, toutes les semaines, mais la plupart des équipes se réunissent 2 heures tous les 15 jours. Et donc, dans chaque équipe, on a ce qu'on appelle une chargée de planning qui a accès au logiciel, au progiciel de l'entreprise, avec un code d'accès, équipe par équipe, et qui rentre le planning et qui rentre en cycle la nouvelle prestation de M. Dupont. Donc, on les a formées. Elles sont super heureuses d'avoir une nouvelle corde à leur arc et que ça soit plus simplement la coordinatrice qui sache utiliser le logiciel. Moi, toutes mes auxiliaires, pas toutes. Monique, 63 ans, ne gère pas le logiciel. Effectivement, mais dans chaque équipe, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui adorent ça. Il n'y a pas de problème. Quand il y a une personne qui part en vacances, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Eh bien, donc moi, on ne gère plus du tout ça au niveau de l'encadrement. Les vacances sont co-décidées dans l'équipe. Et donc, évidemment, c'est pour ça que la vision d'entreprise, à chaque fois, je leur dis, vous savez, quand vous faites des remplacements, vous ne faites pas plaisir à Antoine. Moi, j'ai besoin de rien, moi. C'est M. Dupont qui est tout seul. Donc, je vous invite à ne pas prendre toutes vos vacances en même temps parce que M. Dupont, il va être tout seul. Donc, moi, quand on me dit, ben non, il n'y a personne pour me remplacer dimanche, alors là, j'interviens au sein de l'équipe en disant, mesdames, mais c'est quoi votre métier, en fait? Expliquez-moi ce que vous faites. Ben, on accompagne des personnes fragilisées. Puis je dis là, vous laissez M. Dupont tout seul dimanche matin, et ça ne vous pose pas de problème. Peut-être vous vous trompez de métier, non? Enfin, je ne sais pas, il y a un problème. Hein. Et en fait, très rapidement, elles en conviennent et elles disent oui, mais OK, Antoine, vous avez raison, on va s'organiser. Donc, de plus en plus, là, toutes mes vacances d'été, toutes les équipes sont prêtes, c'est planifié. Avant, j'embauchais au moins une dizaine de personnes en CDD parce que l'été, c'était un gros bordel. C'est fini. Hein. Ben, cet argent-là, je le redistribue à la fin de l'année aux auxiliaires de vie. Hein. Je n'embauche plus des CDD l'été. Hein. C'est terminé. Hein. Est-ce que ça marche avec tous les profils de salariés? Alors, moi, j'ai la conviction, Ou est-ce Frédéric. que ça marche parce que les auxiliaires de vie sont de par nature plutôt tournés vers les autres?
Alors, d'abord, ce sont des gens de cœur. Ce pas des gens de cerveau, les auxiliaires de vie. Mais je me mets dedans parce que moi, je n'ai pas un gros cerveau non plus. Donc, je trouve, ouais, ça fonctionne. Moi, je suis convaincu que ça convient à tout le monde. Par contre, ce qui est très difficile, je vais être honnête aussi, il y a beaucoup de gens qui ont été tellement formatés à la pyramide hiérarchique qu'elles ont du mal à se déconstruire de ça. D'accord. Elles exécutent, parce que finalement, tout petit, on a obéi à nos parents, et puis après, on a obéi à notre instituteur, puis après à notre professeur. En fait, on est toute notre vie régie par la pyramide hiérarchique. Et quand on arrive chez Autonome à Rouen, on est face à Antoine Blondin qui dit non, mais liberté, faites votre boulot le mieux possible et c'est vous qui vous organisez. Vous comprenez que c'est un changement de paradigme, en fait. C'est au-delà de l'équipe autonome, c'est assez déstabilisant. Et on en a conscience, mais c'est aussi pour ça que j'ai gardé mes coordinatrices pour accompagner ce changement, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Moi, j'ai la conviction profonde, Frédéric, que quand un être humain arrive au monde, il a soif de liberté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il crie à la maternité. Et donc, je prétends redonner cette liberté à tout être humain dans sa vie professionnelle, mais je ne vais pas vous la faire à l'envers. J'ai des salariés qui sont partis en disant « Antoine, ce modèle n'est pas fait pour moi ». Et finalement, je préfère répondre aux exigences d'une coordinatrice qui m'établit mon planning tous les matins. C'est mieux pour moi. La bonne nouvelle, c'est qu'on est 45 confrères à Rouen. On est 4 à partir sur les équipes autonomes. Les autres sont en mode pyramidal. Donc, à chaque fois, c'est pas grave, vous allez retrouver du travail. Enfin, il n'y a pas une auxiliaire de vie au chômage aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas grave. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Enfin, quels sont les ingrédients, les 2-3 ingrédients qu'il faut pour que ce type d'organisation fonctionne? Moi, quand j'ai écouté les auxiliaires de vie, enfin les ateliers d'écoute, il est sorti de 3 choses essentielles. La première, et je vous le dis dans l'ordre, Monsieur Bourdel, si on change d'organisation, on veut de la reconnaissance. La deuxième, on veut une meilleure compatibilité entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, parce que quand on est maman solo avec des enfants, être auxiliaire de vie, c'est super compliqué. Et la troisième chose, si l'organisation peut nous augmenter la rémunération, on est preneur, évidemment. Eh bien, je pense que les équipes autonomes répondent à ces 3 demandes. La première, le fait qu'elles décident si on prend un contrat, si on n'en prend pas, parce que chez moi aussi, elles recrutent. C'est elles qui décident de recruter une collègue. Et bien ça envoie un signal de reconnaissance. Moi, j'ai des auxiliaires de vie qui sont venus dans mon bureau en me disant « Antoine, avec la larme à l'œil, jamais j'aurais cru penser un jour qu'un employeur me fasse confiance sur le fait d'embaucher une collègue. C'est plus la responsable des ressources humaines autonomes qui décide. La directrice des ressources humaines, la responsable des ressources humaines, elle fait son boulot, elle trie les CV, elle s'occupe des prérequis et après, elle présente les CV à l'équipe. C'est l'équipe qui est demandeuse, c'est l'équipe qui décide. Donc ça apporte beaucoup de reconnaissance. Le fait qu'elles s'occupent de leur planning elles-mêmes, je pense qu'on s'approche de plus en plus sur la meilleure compatibilité vie perso, vie professionnelle. On est tous les deux dans la même équipe, Frédéric. Je vous fais part lors d'une réunion en disant « Frédéric, j'aimerais tellement terminer à 16h ce soir parce que je voudrais voir l'instituteur de mon fils. » Si vous êtes plutôt bienveillant, on est dans la même équipe, on se connaît et que vous êtes libre ce soir, vous allez me dire « Ok, Antoine, va voir l'institutrice. À charge de revanche, je te remplace chez Madame Dupont. » Et je reste néanmoins responsable de mon planning. C'est-à-dire que c'est moi qui préviens M. Dupont en disant « C'est Frédéric ce soir qui va me remplacer. » Ça envoie un signal incroyable, à la fois de reconnaissance et aussi de compatibilité vie perso, parce qu'aller voir l'institutrice pour son gamin qui a des difficultés à l'école, c'est essentiel en fait. C'est juste essentiel. Et je ne vous parle pas des rendez-vous médicaux et tout le reste. C'est ça. Et puis, pourquoi je pense répondre de plus en plus à la troisième condition qui est d'augmenter son salaire, parce que, et c'est le pari qu'a fait Jos de Bloch, et pour le coup, il a réussi, Jos de Bloch, Buurtzorg, 15 000 personnes sur le terrain, 50 personnes dans les bureaux. Il a tellement donné le pouvoir aux gens du terrain qu'il n'a plus de charge de structure, et toute cette économie-là, il le redonne à ses salariés. D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients à cette méthode, enfin, ce type d'organisation? Le premier inconvénient, c'est qu'il faut que le dirigeant fasse un vrai chemin sur son ego.
Et puis lâcher prise. Hein. Le lâcher prise, surtout quand on est non seulement capitaine du bateau, mais qu'on est propriétaire du bateau. Parce que les dirigeants d'associations, OK, mais ils ne sont pas propriétaires, ce n'est pas leur maison qui est hypothéquée. Moi, la mienne, elle est hypothéquée, enfin, elle ne l'est plus, mais elle l'a été. Et effectivement, ouais, il y a un vrai pari sur la confiance qu'il faut faire, et c'est un vrai chemin. Et moi, j'ai mis du temps, je ne vous le cache pas, ça a été compliqué pour moi. J'ai passé le cap, mais ça a été super compliqué. Et puis, c'est très long, ce processus est très long pour l'ensemble des salariés. Alors, plus ou moins. Il ne faut surtout pas le faire rapidement. Le cerveau humain, ce n'est pas une carte SD d'ordinateur. Ce n'est pas pyramide hiérarchique, entreprise libérée. Ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment accepter le temps long et la volonté vraiment sans faille de vouloir le faire. Moi, je parle souvent de l'appel du 18 juin. J'ai provoqué ça avec mes salariés de dire j'en peux plus de travailler comme ça. Et donc, j'ai vraiment mis mes tripes sur la table. Vraiment. Et s'il n'y a pas ça, si on le fait parce que c'est la mode, on va à l'échec assuré. Moi, j'ai cette conviction et j'entends beaucoup de dirigeants aujourd'hui me dire oh, Antoine, c'est cool ton truc, je vais le faire. Je sens bien que c'est le sens du vent, machin. Alors là, on ne va pas être déçus. On va pas... Enfin, c'est surtout les auxiliaires de vie qui vont être déçus. Parce que les auxiliaires de vie, elles n'ont pas besoin de frustration. Elles en ont déjà pas mal. Et si on leur fait croire le miroir aux alouettes et qu'on accouche d'une souris, c'est une cata. Moi, je ne veux pas participer à ça. Elles n'en ont pas besoin. Il faut quand même qu'on ne manque pas de respect au bout d'un moment. Et je vois beaucoup de dirigeants qui s'embarquent. Il n'y a pas de jugement. Voilà, mais je voudrais tellement qu'ils s'embarquent pour des bonnes raisons. Je vois aussi des grands groupes s'interroger sur toutes ces façons de faire. Ce qui me gêne un peu, c'est l'intention. Génial, on va faire des économies d'encadrement, génial, machin, et on va rétribuer davantage les actionnaires. OK. Ouais. Okay. Justement, les grands groupes, si j'ai bien compris, bien calculé, bien écouté, vous aviez commencé cette organisation alors que vous étiez franchisé encore. Oui. Comment est-ce que le franchiseur accepte ça? Enfin, il accepte ou Alors, je peux le dire, parce que de toute façon, c'est un secret pour personne. C'est le réseau Adapt Service, et à l'époque, c'était Damien Cacaret, que vous connaissez certainement, qui était le patron d'Adapt et de Domidom. Et la première fois que je lui en ai parlé, Damien, j'ai vraiment envie de changer la donne. Est-ce que vous acceptez? Je suis prêt à vous remettre ma démission du réseau si ça vous gêne. Et Damien, qui est très ouvert, très bien, très bien, Damien. Qui est quelqu'un d'assez perspicace, me dit non, Antoine, ça m'intéresse, mais il a été aussi honnête. Il me dit Antoine, vous me mettez un peu dans l'embarras, en fait, parce que ça m'intéresse beaucoup, votre expérimentation, et on va vous suivre. Et d'ailleurs, il est venu. Ne serait-ce que pour avoir un pilote, quoi. Au moins, bien sûr. Mais en même temps, il m'a dit ce qui me gêne un peu, c'est quand on est franchisé, on signe un contrat de franchise avec un process. Bien sûr, et que ce process, vous ne le respectez pas. Et donc, en fait, on a été très cash. Il m'a dit Antoine, si vous vous plantez, je voudrais que vous assumiez, parce que je vous donne l'autorisation de ne pas respecter le process, mais je ne voudrais pas que vous retourniez contre ADAP en disant c'est de votre faute. Donc, on a passé un deal moral. J'ai dit, Damien, on ne se connaît pas beaucoup, mais je peux vous assurer, j'assume ce que je fais. Et si je me plante, je ne viendrai pas chercher le réseau ADAP. Et je ne l'ai pas fait. Enfin, d'abord parce que je ne me suis pas planté, déjà pour commencer. Et de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Mais il m'a avoué que c'était compliqué vis-à-vis de ses franchisés. Mais évidemment. Alors moi, j'avais proposé, essayer d'être en mode solution, un contrat de franchise, je sais pas, nouvelle génération, où on aurait pu l'appeler et d'inviter les franchisés à partir sur ce modèle, peut-être en cours d'eau. Tout est possible, en fait. Si on tombe d'accord entre le franchiseur et le franchisé, j'ai l'impression que tout est possible. Il était un peu… ça lui a posé problème. Bien sûr. Et donc, mon départ, je ne veux pas dire que mon départ a été un non-événement. Enfin, si, c'était un non-événement, ça c'est sûr. Mais OK, Antoine, je comprends que vous puissiez reprendre votre liberté. Et moi, je ne vous cache pas que vous étiez un peu mon poil à gratter dans le réseau. Et ça ne m'allait pas très bien non plus. Voilà. Le mot-clé, c'est confiance. C'est ça, son résumé. C'est la confiance. En fait, c'est-à-dire, si on fait confiance aux salariés, les salariés arrivent à se prendre en charge. C'est un peu ça ce que je retiens. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment peut-on penser finalement qu'un salarié, quand il commence le matin son travail, il a envie de mal faire. Moi, je pense exactement le contraire. Et quand ça se passe mal,
souvent, c'est qu'on l'emmerde avec tout un tas de process et de procédures, c'est qu'on ne l'écoute pas, c'est qu'on ne l'a pas formé, c'est qu'on ne l'a pas assez accompagné. Mais ça, c'est de la responsabilité du dirigeant. Ce n'est pas de la responsabilité du salarié. Et maintenant, quand ça dysfonctionne, parce que Frédéric, vous avez suffisamment d'expérience professionnelle, je ne vais pas vous la faire à l'envers, ça dysfonctionne chez Autonome de temps à autre, hein, quand même. En fait, la posture de l'équipe encadrante et de moi-même, c'est de dire qu'est-ce qu'on a oublié de faire pour qu'on en arrive là. Alors qu'avant, c'était qu'est-ce qu'elle a encore foutu celle-là. Pardon, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. c'est insupportable d'entendre ça, hein, mais je reconnais que j'étais un peu dans cette démarche, même sans le dire. Mais maintenant, je suis plus du tout dans cette démarche. Tiens, Véronique, il y a un dysfonctionnement. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire pour que ça dysfonctionne? Est-ce que je lui ai assez donné confiance? Est-ce que je l'ai assez formé? Est-ce que je l'ai assez écouté? Est-ce que je l'ai assez accompagné? Et très souvent, c'est de ma faute. Alors une question un peu directe, est-ce que un dirigeant qui veut mettre en place cette structure, enfin pour les bonnes raisons, doit se faire accompagner au niveau coaching? Est-ce que, entre guillemets, est-ce que vous êtes fait accompagner? Ah oui, oui. Alors moi, paysan que je suis, sortant de mon tracteur, j'avais besoin d'être accompagné, ça c'est une certitude. Je ne vais pas répondre à la place des autres parce qu'il y en a qui se sentent capables, parce qu'on fait un gros développement personnel et tout ça. Moi, c'est sûr, j'en avais besoin. J'ai cette petite croyance qu'il faut quand même se faire accompagner. Je crois à ça, ouais. Parce qu'avoir quelqu'un un peu en vision méta, enfin, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, je pense que ça a du sens, mais je n'ai pas la solution. Moi, je pense que oui, mais peut-être qu'on peut le faire sans. Je sais pas. Une conclusion à l'émission? Je voudrais rester sur une note positive. Il y a vraiment matière à retourner la table, mais il faut qu'on la retourne, quoi. Je voudrais juste prendre l'exemple de l'hôpital, de ce qui vient de se passer ces derniers mois. L'hôpital est exsangue, je pense que l'actualité le montre encore une fois de plus, et nos politiques n'ont su faire que de rallonger les salaires. Ça ne règle rien, ça. À part coûter. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais si on ne change pas le système organisationnel, à défaut de changer le salaire, on ne règle rien. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a augmenté le salaire de tous les soignants et aujourd'hui, l'hôpital est à la ramasse. Eh bien, dans les services à domicile, c'est pareil. Et d'ailleurs, quand on écoute les intéressés, parce que je trouve qu'on parle beaucoup à la place des auxiliaires de vie, il faut davantage les écouter finalement, parce que parler à la place des autres, c'est bien, mais il y a un petit côté de déformation quand même. Moi, je rappelle à tout le monde que quand j'ai écouté mes auxiliaires de vie, le salaire est arrivé en 3e position. Ce n'est pas le premier. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. 3e position. Donc, mettons notre énergie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Moi, je n'arrête pas de les augmenter. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Et on ne solutionnera pas le problème que par l'économique. Je suis convaincu. Et puis, j'ai l'impression aussi, le côté positif, et ça sera ma conclusion, Frédéric, c'est que j'ai l'impression que ce modèle organisationnel va convenir davantage à la nouvelle génération. Oui, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Effectivement. Moi, j'ai des enfants. Alors, vous allez me dire, les chiens ne font pas des chats. Moi, mes enfants, quand je leur parle, ils sont en âge quand ils commencent à travailler. Papa, la pyramide hiérarchique, même pas en rêve. Alors, ce sont mes enfants, je le reconnais, mais on va subériser, on va créer notre propre job, machin. Et si on veut perdurer nos organisations, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle génération qui est incroyablement volontaire, contrairement à ce qu'on entend, qui est incroyablement bosseur. La seule peut-être différence avec notre génération, je me permets de vous mettre dans ma génération, je vois qu'on n'est pas très loin, c'est que moi, j'avoue travailler très souvent sans trop savoir pourquoi. La nouvelle génération, ils veulent bien travailler beaucoup, mais ils veulent juste savoir pourquoi. Eh bien, réjouissons-nous. Je trouve que c'est une vraie réjouissance pour notre pays d'avoir cette nouvelle génération très intelligente, finalement. Je ne dis pas qu'elle est plus que la nôtre, mais très intelligente et très perspicace sur le sens de leur vie et que le travail, c'est très important dans une vie, mais ça ne représente que 10% de sa vie tout entière. Je ne sais pas si vous savez ça. Le travail, c'est 10% de sa vie. Du jour de la naissance au jour de la mort, c'est 10%. Mais quand je vois des gens en souffrance au travail pour 10%, ça m'interpelle quand même. Les burn-out pour 10%, ok. Est-ce que ça a du sens, tout ça? Dans une vie d'un homme ou d'une femme, est-ce que ça a du sens? Ben moi, je ne pense pas. On travaille pour gagner sa vie
pas pour la perdre. Et je vois beaucoup de gens aux souffrances au travail et en particulier dans l'accompagnement dans les services à domicile. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop pour moi. Super. Merci Antoine. Antoine Blondel, je rappelle que vous êtes fondateur d'Autonome. Merci beaucoup. Superbe émission. Merci, merci. Merci Frédéric. À bientôt.